Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. En titre ce soir, décision signée de Zakari Milioto, président de cette formation politique et l'UN, membre de la coalition pour la Nouvelle République, prend effet dès sa notification. Cette exclusion est fondée sur la participation du député de Bitam au dialogue national organisé par Ali Bongo Ondimba contre la position officielle du parti. Nous aurons justement le point de vue du concerné dans cette édition. Nous verrons comment en Algérie des tabous peuvent détruire des vies. Des lois restrictives freinent les prélèvements sur les défunts auxquels s'ajoutent des réticences culturelles ou religieuses que des médecins et des théologiens musulmans jugent pourtant infondées. 7,2 millions de dollars à Cuba, très affecté par le passage de l'ouragan Irma. Le programme alimentaire mondial PAM annonce qu'il va accorder une aide d'urgence. L'opération débutera immédiatement avec la distribution gratuite de rations de riz et de haricots dans les zones prioritaires de Cuba. Bonsoir et bon confort d'écoute. Nous débutons avec un peu de politique et je cite « Je prends acte de mon éviction de l'Union nationale », fin de citation. C'est par cette déclaration que Patrick Eyogo-Edzan réagit à la décision prise par son ancienne formation politique. Le nouveau membre du gouvernement invite ses partisans à se mobiliser derrière ces nouvelles aventures. Ismaël Obianzé. Patrick Eyogo-Edzan est le deuxième haut cadre de l'Union nationale contraint à quitter la famille politique de Zakari Milioto plusieurs mois après le feuilleton très médiatisé d'Estelle Londo. C'est qu'apparemment au sein de ce parti dit de l'opposition, les exclus payent pour leur entrée au gouvernement. Un homme averti, l'élu du Bitam, voyait le coup venir depuis longtemps. Nous étions en séparation de corps et il fallait que le divorce soit prononcé. Je voulais également donc démissionner pour une raison très simple. C'est que dernièrement, il y a eu des assises à l'Union nationale où l'ensemble des militants a demandé qu'on n'exclue plus les gens. Et donc c'est pour ça que je voulais effectivement porter ma démission. Je comprends aujourd'hui qu'ils ont été une fois de plus floués malgré tout. Ils comptent des soutiens et se sont débarrassés d'un fardeau devenu encombrant pour l'idée qu'il se fait de la politique en démocratie. Je suis un homme libre aujourd'hui. Je suis déterminé donc dans l'opposition républicaine, constructive et progressiste. J'appelle notamment tous les militants de l'Union nationale qui ont été déçus donc, de me suivre dans les prochaines aventures. Patrick Eyogo-Edzan réaffirme son appartenance à une opposition républicaine, par opposition certainement à celle de la terre brûlée. Le drame de Congo, toujours d'actualité, l'accident fait les choux gras des réseaux sociaux avec des commentaires qui frisent l'intox parmi les victimes de celle-ci. Major Transport. Plus de détails dans ce reportage d'Ismaël Obianzé. Les commentaires d'ici au sein de l'opinion après le drame de Congo sont aussi déroutants les uns que les autres. Et quand la toile s'en mêle à la querelle des responsabilités de l'accident, la confusion va jusqu'à éclabousser Major Transport qui s'en défend. Nous disons trop c'est trop. Trop c'est trop pourquoi? Parce que ces détracteurs tentent de ternir l'image de la société Major Transport. Nous avons pu repérer quelques auteurs. Nous comptons rester en justice. Il y a eu un accident à Congo hier, il y a eu des morts, mais ce n'est pas la société Major Transport. Au sein de notre agence existe un atelier technique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant qu'un véhicule ne sorte de l'agence pour l'intérieur, il passe par le garage. S'il faut faire des vidanges, s'il faut changer les pièces de toutes les façons, avant que le véhicule aille sur la route, il passe par le garage. Passé cette nécessaire mise au point, un rappel, les suites de cet accident mortel survenu à Congo sont désormais gérées par le gouvernement avec l'ouverture d'une enquête pour déterminer ces circonstances, suivie de tout l'accompagnement promis aux familles endeuillées. Après une longue période d'insécurité, le marché de Montbouet, principal espace commercial de Libreville situé dans le 2e arrondissement, a désormais 3 nouvelles sociétés de sécurité des biens et des personnes. Chimène Sandra Senghon, Bertin Osaguel sont allés pour le constat. Principal espace commercial de Libreville, le marché de Montbouet, dans le 2e arrondissement, est réputé comme un endroit de très grande insécurité. Entre voleurs à la sauvette et intense circulation, 3 sociétés de gardiennage y assurent tant bien que mal la sécurité des biens et des services.
Ce fut un moment, il n'y avait plus de société de sécurité. Donc effectivement, ces voyous sont revenus sur le marché. Donc depuis que nous sommes arrivés sur le marché, avec les deux autres sociétés et nous, je crois que le phénomène, pratiquement, on ne vit plus le phénomène comme avant que nous n'arrivions. Moyennant un ticket, en fonction du type d'activité, le gardiennage se fait 24 heures sur 24. Nous avons des tickets que nous donnons aux commerçants, puisqu'on sécurise en même temps leurs marchandises et eux-mêmes. Donc, moyennant les tickets de 200, 300, pour les magasins, ça va de 7500 jusqu'à un peu plus. Pour les commerçants, la sécurité des marchandises reste encore un débat. La sécurité d'ici ne protège pas la marchandise. Depuis qu'il y a eu les sociétés de gardiennage, on a revendiqué qu'on ne peut pas payer le gardiennage parce que de 1, ils ne gardent pas notre marchandise. De 2, on te braque, la sécurité là, il n'intervient pas. Marché obtenu sur appel d'offres lancé par la mairie de Libreville, les sociétés Équateur Service Gardiennage, Travoga et NG Sécurité ont chacune un espace de déploiement bien délimité. Cette nouvelle version de la sécurité au marché de Montbouet devrait prévenir les incendies récurrents des pluies un temps dans le plus grand marché de la capitale gabonaise. Le marché de Montbouet, plus grand espace commercial de Libreville, est plutôt situé dans le 3e arrondissement de la capitale gabonaise. Au Cameroun, cette fois, plusieurs centaines de manifestants se sont réunis samedi dans plusieurs villes d'Afrique francophone à l'appel du mouvement Urgence panafricaniste pour dire non au franc CFA. Selon eux, justement, le franc CFA empêche le développement des pays qui l'utilisent. Marina Boissa. Bonsoir à tous. On les comptait par centaines à Cotonou et à Dakar. Tous protestent contre le franc CFA, qui est une monnaie commune pour environ 155 millions d'habitants. Pour ces manifestants, le franc CFA maintient dans la pauvreté les pays qui l'utilisent. Nous demandons de sortir du franc CFA néocolonial. La précision, elle est importante parce qu'à la limite, pour moi, le nom importe peu. Qu'on ait une monnaie qui s'appelle le franc CFA, pour moi, ça importe peu. Mais que l'essentiel, c'est que cette monnaie-là, quelle que soit sa dénomination, même franc CFA, soit une monnaie souveraine, soit une monnaie dont la politique monétaire est définie par et pour les Africains. Ces mouvements populaires organisés au Cameroun, Dakar, Cotonou et Libreville accusent le franc CFA de favoriser les intérêts de la France, tandis que les défenseurs de cette monnaie soulignent son importance à l'exemple de l'économiste béninois Lionel Zinsou. Le parti au pouvoir au Burundi a fortement mobilisé ce samedi à Bujumbura, la capitale, contre un récent rapport des experts des Nations Unies qui a appelé la Cour pénale internationale CPI à enquêter sur des crimes contre l'humanité commis par les autorités burundaises. Jamila Bengman. Il est 8 h du matin à Lagos et Oza peint sous une pluie fine. Cela fait plusieurs jours qu'il travaille sur cette fresque mélangeant graffiti et aplats de couleurs vives. Oza est l'un des pionniers du graffiti au Nigeria. Il espère inspirer d'autres artistes pour colorer la ville. Nous sommes les pionniers et le mouvement arrive. D'autres artistes de graffiti émergent et ils vont créer une véritable scène. Nous allons simplement persévérer et faire de notre mieux pour que les graffitis de Lagos ou du Nigeria soient reconnus. Dans l'immensité grise de Lagos, les espaces pour peindre ne manquent pas, mais les autorités sont très répressives. Pour faire vivre leur art, les graffeurs sont contraints de bien choisir les murs auxquels ils s'attaquent. Il y a des lieux publics où il faut faire attention à la façon dont on y va. Et il y a aussi des parcs qui sont intéressants pour peindre parce que les gens viennent jouer au basket et au foot. Je pense que l'art est très intéressant dans des endroits comme ceux-là. Signe que les mentalités changent, le graffiti réussit à sortir de la clandestinité. Dans cette école d'un quartier populaire, des artistes sont venus peindre pour ouvrir les enfants à leur art. Dans les écoles ici, les murs sont tout simplement blancs, sans rien. Nous pensons que ce n'est pas suffisant pour les enfants et nous constatons que l'art est un moyen d'expression incroyable. Les enfants sont ainsi attirés pour venir à l'école. Nous peignons des messages éducatifs. Ce sont des choses qu'ils peuvent lire et cela résonne en eux et ils le comprennent. La scène graffiti n'en est qu'à ses débuts à Lagos en comparaison à d'autres métropoles du monde. Pour encourager la dynamique de ces jeunes artistes, la ville a invité plusieurs d'entre eux
à peindre des espaces publics. Nous étions là plutôt au Nigeria où le graffiti se crée une place sur les murs de Lagos. Le parti au pouvoir, je le disais tantôt, au Burundi a fortement mobilisé ce samedi à Bujumbura, la capitale, contre un récent rapport des experts des Nations Unies qui a appelé la Cour pénale internationale CPI à enquêter sur des crimes contre l'humanité commis par les autorités burundaises. Jamila Megman. Des dizaines de milliers de militants du parti CNDD-FDD au pouvoir au Burundi ont défilé dans les rues de Bujumbura, la capitale, ce samedi, contre un rapport biaisé et sans effet des experts des Nations Unies et ont appelé la Cour pénale internationale à enquêter sur des présumés crimes contre l'humanité commis par les autorités burundaises. Le secrétaire général du CNDD-FDD, le général Évariste Ndayishimiye, s'en est pris à l'ONU et aux diables européens. Qui a dit que nous ne sommes pas le peuple de cette terre? Même si on nous coupe le doigt, ce sera la dislocation de l'ONU. Si l'ONU a accepté d'attaquer les Burundais, qu'elle sache que la dislocation commence maintenant. C'est pourquoi je lui conseille de ne pas considérer ce fameux rapport. Le 4 septembre dernier, des enquêteurs de l'ONU avaient appelé la CPI à enquêter dans les plus brefs délais sur des crimes contre l'humanité qui auraient été commis par des agents de l'État au Burundi, dont des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires, des actes de torture et des violences sexuelles. Qu'ils l'entendent. Nous savons très bien que ce rapport est pour soulever le monde entier contre le Burundi en vue de l'attaquer. Nous leur disons que nous allons combattre jusqu'à nos dernières forces, mais les enfants qui naîtront verront le jour dans un pays indépendant. L'Union européenne, bête noire du pouvoir burundais depuis les sanctions prises contre lui après son refus de négocier avec l'opposition burundaise, est accusée d'être l'instigatrice des rapports de l'ONU et des ONG qui dénoncent les graves violations des droits de l'homme dans le pays. En lui offrant un rein, le fils d'Aïcha lui a permis d'en finir avec des années de dialyse. Mais en Algérie, comme chez ses voisins du Maghreb, des patients souffrent ou meurent faute de donneurs, en cause des lois restrictives freinant les prélèvements sur les défunts. Reportage. En lui offrant un rein, le fils de Aïcha lui a permis d'en finir avec des années de dialyse. En Algérie, plus de 22 000 personnes souffrent d'insuffisance rénale. Un tiers d'entre eux espèrent une transplantation. Ça a changé beaucoup de choses. Avant, c'était très difficile avec la machine de dialyse. Comme j'ai des enfants, j'ai beaucoup à faire à la maison. Et quand je rentrais, j'étais tout le temps fatiguée, malade. J'étais un jour sur deux à l'hôpital, c'était trop. Mais maintenant, grâce à Dieu, je peux m'occuper de ma maison et de mes enfants. Mais ici, comme au Maroc et en Tunisie, de nombreux autres patients souffrent ou meurent faute de donneurs. En cause, des lois freinant les prélèvements sur les défunts sans l'accord de la famille. En Algérie, jusqu'à maintenant, on n'a pas une loi qui est claire par rapport au consentement des donneurs décédés. Donc là, on est toujours avec les parents des décédés. On attend la nouvelle loi qui va sortir. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de facilité d'explication. Certaines greffes sont aussi possibles du vivant du donneur. Mais la loi algérienne prévoit qu'une personne ne peut donner qu'à ses parents, ses enfants, son frère, sa sœur ou son conjoint. À ces lois restrictives s'ajoutent des réticences culturelles ou religieuses et la crainte d'enfreindre un éventuel interdit lié à l'islam. Des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être, selon ce théologien musulman. Nous partons du principe que Dieu, en tant qu'intelligence suprême et détenteur du pouvoir suprême, va pouvoir reconstituer ses corps, remettre tout à sa place, et puis tout simplement, autant le prélèvement sur cadavre que le don d'organes qui se fait actuellement sont licites. Pour encourager les dons d'organes, l'Algérie étudie à présent une modification de la loi, avec pour objectif donner l'occasion à chacun d'indiquer par écrit s'il refuse ou autorise que ses organes soient prélevés en cas de décès, permettant ainsi de passer outre un refus de la famille. En campagne pour sa réélection, Karamba Diaby, premier député noir d'Allemagne élu dans une circonscription d'ex-RDA, aspire à la normalité malgré les injures racistes qu'il essuie dans cette région où prospère la xénophobie. Karamba Diaby
Né au Sénégal il y a 55 ans, est le premier député noir d'Allemagne à être élu dans une circonscription d'ex-RDA. En campagne pour sa réélection, il a tapé du poing sur la table pour répondre aux néo-nazis qui l'agonisent d'injures alors qu'il bat le pavé pour se faire réélire lors des législatives du 24 septembre prochain. Je ne me laisse pas intimider par qui que ce soit. Donc j'ai réagi parce que moi je pense que c'est notre devoir en tant que démocrate. Quand nous remarquons qu'il y a des choses qui ne vont pas, notre constitution permet la liberté d'opinion, mais quand même la dignité des personnes, de la personne, ça aussi c'est marqué dans la constitution de l'Allemagne. Derrière l'apparente quiétude de la campagne et d'une élection qui paraît promise à la chancelière allemande Angela Merkel, la colère aux marges de l'échiquier politique gronde. Et avec lui, le ressentiment à l'égard des étrangers. C'est un devoir de toute la population, c'est un devoir de la société. Donc tout un chacun doit réagir. Quand nous lisons ces commentaires qui sont agressifs, qui sont de menaces, que tout un chacun sache que c'est notre responsabilité, nous tous, de réagir sur ça et de montrer à ces gens-là que ça, c'est pas l'opinion, comment on dit, c'est pas la liberté d'opinion quand tu insultes quelqu'un. Le candidat social-démocrate de la ville de Hall dénonce ceux qui déversent leur fougue sur lui à coups de singe noir et de ce mot en haine qu'il refuse désormais de prononcer. Il a porté plainte contre le parti néo-nazi NPD à l'origine de cette campagne. Avec un autre Allemand d'origine sénégalaise, ils sont tous les deux premiers noirs de l'histoire à siéger au Bundestag, l'Assemblée parlementaire de la République fédérale d'Allemagne. Les ministres de l'Environnement d'une trentaine de pays ont débroussaillé samedi à Montréal les règles permettant d'atteindre les objectifs de réduction des émissions convenus dans l'accord de Paris et ont acté le retour progressif dans le jeu des États-Unis. Lors d'une conférence de presse, Catherine McKenna, ministre canadienne de l'Environnement, a déclaré l'accord de Paris irréversible et non négociable. Jamila Bengman. Ce samedi à Montréal au Canada, les règles permettant d'atteindre les objectifs de réduction des émissions convenus dans l'accord de Paris COP21 ont été au centre des échanges des ministres de l'Environnement d'une trentaine de pays. Le retour progressif dans le jeu des États-Unis a été acté. Nous sommes du même avis que l'accord de Paris est irréversible et non négociable. Afin de respecter un calendrier ébranlé par l'annonce en juin dernier par le président américain Donald Trump de se retirer de l'accord de Paris sur le climat, l'Union européenne, la Chine et le Canada ont pris les rênes et affiché leur volonté d'aller de l'avant. Notre rencontre aujourd'hui à Montréal est un exemple concret d'un partenariat fructueux entre des pays qui pensent de la même manière. Le changement climatique ne respecte pas les barrières géographiques ou les alliances politiques. Et les raisons de ces événements climatiques extrêmes qui ont affecté des millions de personnes sont autant de rappels qu'une action prompte est requise. Les Américains qui avaient envoyé à Montréal un délégué ont assoupli leur position. Selon le commissaire européen à l'action pour le climat, les États-Unis ont indiqué qu'ils ne renégocieraient pas d'accord de Paris, mais qu'ils allaient passer en revue les termes sur lesquels ils sont engagés par cet accord. Pour autant, la mise en place des dispositions de l'accord de Paris de réduction des émissions doit être amplifiée tout en gardant l'objectif de limiter dans l'idéal la hausse de la température moyenne de la planète à plus 1,5 degré Celsius en 2050 par rapport à son niveau de l'ère pré-industrielle. Le Programme alimentaire mondial PAM a annoncé le 16 septembre qu'il allait accorder une aide d'urgence de 7,2 millions de dollars à Cuba, très affecté par le passage de l'ouragan Irma. Jamila Bengman. Le Programme alimentaire mondial est aux côtés des victimes de l'ouragan Irma à Cuba après son passage. Le PAM se dit prêt à soutenir le gouvernement cubain dans ses efforts de récupération. Aujourd'hui, le Programme alimentaire mondial, en partenariat avec le gouvernement et la population de Cuba, nous annonçons 1,5 million de dollars en aide alimentaire et un soutien logistique d'une valeur de
5,7 millions de dollars pour 4 mois. L'opération débutera immédiatement avec la distribution gratuite de rations de riz et d'haricots dans les zones prioritaires destinées à 664 000 personnes, selon un communiqué de cet organisme des Nations Unies. C'est dans des moments comme ceux-ci que nous mettons de côté nos différences politiques, que nous travaillons pour le bien commun. Et n'eût été du gouvernement cubain qui a travaillé avec le peuple, l'impact aurait été bien pire. Le bilan des dommages causés par le passage de l'ouragan Irma à Cuba est encore en cours d'évaluation, mais ONG et agences onusiennes prédisent déjà des mois délicats pour l'île qui aura besoin de l'aide internationale pour s'en sortir. À présent, le rappel des titres. Décision signée de Zachary Miboto, président de la formation politique UN, membre de la coalition pour la Nouvelle République, prend effet dès sa notification. Cette exclusion est fondée sur la participation du député de Bitam, il faut le rappeler, au dialogue national organisé par Ali Bongo Ondimba contre la position officielle du parti. En Algérie, des tabous détruisent des vies. Des lois restrictives freinent les prélèvements sur les défunts, auxquels s'ajoutent des réticences culturelles ou religieuses que des médecins et des théologiens musulmans jugent pourtant infondées, nous l'avons vu. 7,2 millions de dollars à Cuba, très affecté par le passage de l'ouragan Irma. Le programme alimentaire mondial PAM annonce qu'il va accorder une aide d'urgence. L'opération débutera immédiatement avec la distribution gratuite de rations de riz et de haricots dans les zones prioritaires de Cuba. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. Restez sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement. Très bonne fin de soirée à tous.